Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 27 octobre. Voici le sommaire de cette édition. Pour commencer, nous vous emmènerons aux Seychelles pour découvrir l'atoll d'Aldabra, un trésor de l'océan Indien où le prince Albert II et les scientifiques des explorations de Monaco ont posé leurs valises. Robert Calcagno, le directeur de l'Institut océanographique, abordera d'ailleurs dans ce journal les enjeux de la mission monégasque aux Seychelles. Ensuite, nous reviendrons sur Terre à Monaco pour vous donner des nouvelles du chantier Testimoniaux 2. Monaco Info vous ouvre les portes de cet incroyable ouvrage de la principauté. Un point culture également avec le spectacle proposé par le diocèse de Monaco au Théâtre des Variétés. Il met à l'honneur Jeanne d'Arc. Et pour finir, focus sur le e-rallye Monte-Carlo au lendemain du grand départ donné à Valence. Jacques Rossi, le directeur de la course, sera à nos côtés. Niché au cœur de l'océan Indien, près des Seychelles, l'atoll d'Aldabra demeure le plus grand récif corallien surélevé de la planète. Le prince Albert II s'est rendu sur place pour visiter ce joyau préservé et découvrir le programme de protection initié par les Seychelles depuis 50 ans. Lors de ce voyage, le souverain a d'ailleurs tenu à délivrer un message qui illustre une nouvelle fois son engagement en faveur de l'environnement. Écoutez-le. Le message au-delà de ces frontières séchelloises, c'est qu'il y a des endroits remarquables sur Terre qu'il nous faut absolument d'abord surveiller de près pour pas qu'il y ait trop d'atteintes et le moins possible. Ces endroits peuvent être visités bien sûr, mais il y a un nombre très limité de personnes. Il faut absolument continuer ces quotas de visiteurs pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Et puis bien sûr il faut lutter contre les pollutions, et lutter contre la pêche, et lutter contre le braconnage, et lutter contre tous les excès que malheureusement notre espèce humaine a fait subir à la nature. Et voilà, il faut que l'homme arrive à s'insérer dans le milieu naturel. Il fait partie du monde naturel, mais il ne faut pas qu'il le domine. Christophe Paco a reçu hier Robert Calcagno, le directeur de l'Institut océanographique. Ils ont abordé ensemble la mission des équipes scientifiques présentes sur place aux Seychelles. Une mission dans l'océan Indien des explorations de Monaco qui va durer 2 mois et qui relève d'une importance scientifique mais aussi diplomatique. Robert Calcagno, bonsoir à vous. Bonsoir, comment allez-vous? Merveilleusement bien, surtout qu'on va voyager avec vous. L'océan Indien n'a plus de secret pour vous, mais encore, on va rechercher pour défendre notre planète des petites choses qui peuvent faire la différence. C'est la mission qui est partie au mois d'octobre et qui va durer 2 mois jusqu'au 27 novembre. Vous avez déjà réalisé, j'allais dire, quelques prélèvements, quelques découvertes, quelques révélations. Et oui, écoutez, nous sommes vraiment à la fois à mi-chemin de cette mission et c'est aussi le point culminant de la mission puisque nous venons, le souverain et sa délégation, de rejoindre la mission, le bateau, le SA Agulhas II, sur l'atoll d'Aldabra où nous venons de passer 2 jours et nous sommes de retour à Mahé. Je me souviens qu'on avait évoqué sur Monaco Info avec vous, Robert Calcagno, l'importance scientifique et diplomatique également pour ce voyage. Comme toujours, les explorations de Monaco sont bâties sur un triptyque qui associe en premier lieu la science. Et sur ce bateau, nous avons 80 scientifiques qui sont en train d'étudier sous toutes les coutures, pourrais-je dire, l'océan Indien, en utilisant les meilleures technologies, les plus modernes, les plus contemporaines. Donc le premier pilier, la science. Le deuxième pilier, la politique, la diplomatie, l'influence. Le troisième pilier, la médiation, l'outreach, comme disent les Anglais. Essayer de convaincre le grand public et merci de nous aider à faire cela par cette interview. Avec un classement notamment de certaines parcelles dans l'océan Indien au patrimoine de l'UNESCO, ça aussi c'est important pour vous, pour protéger ces zones-là? En fait, nous avons fait la première partie qui remontait vers le nord, en direction d'Aldabra. Aldabra, c'est un magnifique atoll, une perle de la protection de la biodiversité et cela fait maintenant 50 ans exactement. En fait, c'est l'anniversaire de la protection d'Aldabra cette année que la République des Seychelles protège ce magnifique atoll. Donc nous avons observé là ce qui se fait de bien et la réussite.
Après cette rencontre avec le président de la République, le bateau va repartir vers le sud et vers le banc Saya de Maya. Et ça, ce banc, il est particulièrement inexploré, méconnu, mal navigué, mal cartographié. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Le plateau Saya de Maya sera la réussite des Seychelles et de Maurice pour la protection de la biodiversité. Et en prenant l'exemple, le parangonnage de l'atoll d'Aldabra fera aussi bien pour protéger cette vaste partie de l'océan Indien qui fait 40 000 km², qui est aussi grande que la Suisse. La mission, c'est de recenser, d'étudier, de récupérer, même de ramener au musée océanographique quelques échantillons? Alors oui, nous avons en fait 10 projets scientifiques qui sont embarqués. Le premier projet, c'est de comprendre de façon holistique, mais ensuite nous avons des études des tortues, des études des pollutions plastiques, des études biologiques, physiques, chimiques de la colonne d'eau. Et puis vous faites référence à ce prélèvement de branches de corail que nos équipes ont fait, qui est de prélever des échantillons de corail pour les amener sous la protection du musée océanographique. Comme vous le savez, les récifs coralliens du monde sont menacés. Peut-être que dans 50 ans, peut-être que dans 100 ans, une grande partie d'entre eux auront disparu. Et nous avons le projet, avec le centre scientifique, de créer une arche de Noé des coraux. On rassemble pour cela l'ensemble des aquariums du monde et on va mettre un peu dans les différents endroits du monde ces 1000 espèces de coraux pour les protéger, essayer de comprendre les plus résistants au changement climatique, voire pourquoi pas de les entraîner à être plus résilients pour que si demain une catastrophe se produit, on puisse peut-être les réimplanter à certains endroits. Un dernier mot, comment se passe la vie à bord? Parce que c'est pas simple, avec tous ces scientifiques, il y a même des jeunes gens qui vont écrire, dessiner, raconter différemment plus cette expédition. 80 scientifiques, 30 jeunes étudiants, 3 artistes qui sont venus, des hommes des médias, des photographes, Philippe Kulissev notamment. Tout ce petit monde qui a des personnalités, qui a des attentes, qui a des compétences différentes, il est essentiel de les faire vivre ensemble à bord du bateau. Alors le bateau, le SA Agulhas, il est fait pour ça. Et ça, c'est déjà très bien d'avoir un équipement qui fonctionne merveilleusement bien. Mais toute cette activité quotidienne, cette coordination doit se faire dans la bonne humeur parce que tout ceci est un travail d'équipe et c'est l'équipe qui gagnera, c'est l'équipe qui découvrira l'océan, c'est l'équipe qui le protégera. Merci mille fois d'avoir été avec nous, avec nos moyens techniques de Monaco Info, d'avoir été notre invité ce soir dans votre journal. Merci beaucoup et merci à Sylvain Péroumal qui fait un travail extraordinaire. Vous avez bien fait, le salut à nouveau. Merci encore. À bientôt, au revoir. Nous quittons les Seychelles en direction du quartier du Larvoto pour découvrir l'avancée du projet Testimonio 2. Une visite de la première tour était organisée ce jeudi afin de vous ouvrir les portes de ce nouvel immeuble. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Julien Laugier. Situé sur un terrain constructible d'envergure, le projet Testimonio 2 est une étape notable pour la principauté. D'une hauteur de 27 et 30 étages, respectivement 95 et 100 mètres, ces tours comptent parmi les immeubles résidentiels les plus hauts de la Côte d'Azur. Des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement ont été introduites tout au long du cycle de vie du projet. La semaine dernière, les équipes ont pu commencer à prononcer ce qu'on appelle le récollement. Ça veut dire la réception, l'habitabilité pour pouvoir faire venir les premiers occupants de ces 180 logements qui sont sur cette première tour. Et il est vrai qu'en voyant les dossiers passer, ça donne envie de venir voir in situ ces fameux appartements, cette belle tour qui est quand même très graphique, très esthétique. Et on voit vraiment la qualité des appartements qui vont être livrés pour les Monégasques. On soigne les matériaux, en même temps nous faisons très attention. L'État est toujours soucieux de la durabilité, donc de temps en temps il vaut mieux savoir investir. Les promoteurs ont su répondre à cet objectif de durabilité, sans pour autant être ostentatoire. Donc je pense qu'on est vraiment dans des logements de qualité et puis des logements où vous pouvez le constater, l'exposition est quand même assez magnifique. Un accès pratique au parking sécurisé de 1100 places sur 13 niveaux complète également le projet.
Un grand parking est prévu avec, initialement, c'était un parking principalement de ce qu'on appelle d'entrée de ville, un premier parking, et puis les tours sont arrivées. Une deuxième tour, la T2 bis, donc on aura un petit peu moins de capacité que prévu. Donc les équipes de mon département réfléchissent à créer en fait des parkings en périphérie pour compléter ce qu'on a pris pour les logements. Et il sera effectivement de qualité avec une liaison complètement sur le boulevard Princesse Grace et le boulevard du Larboteau. La deuxième tour, qui sera baptisée Reseda, est toujours en cours de construction. Les échanges entre le gouvernement princier et le promoteur continuent d'évoluer afin de définir une date de livraison. Une belle nouvelle à vous annoncer à présent avec la venue de Véronique Sanson en concert à Monaco. L'artiste enflamme les salles depuis bientôt 5 décennies et viendra proposer les titres de son nouvel album au Grimaldi Forum le samedi 11 mars prochain à 20h30. Passons à ce spectacle proposé par le diocèse de Monaco. C'était mardi soir au Théâtre des Variétés. Il s'intitule Jeanne d'Arc, un seul en scène qui rend hommage aux courageux combattants et à cette jeune fille qui a renversé le cours de l'histoire. Regardez ce reportage de Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. La force et le courage d'accepter ce que l'on ne comprend pas. C'est une héroïne qui a marqué l'histoire de la France. Jeanne d'Arc est une icône qui véhicule encore aujourd'hui un message. Chacun peut combattre les injustices et changer la réalité. Le diocèse de Monaco proposait mardi soir au Théâtre des Variétés un spectacle dédié à la Pucelle d'Orléans. Une version contemporaine venue d'Italie, mise en scène et écrite par Monica Guerritore et interprétée sur scène par Séverine Cojano. C'est une jeune fille parmi les autres, une femme avec ses faiblesses, ses doutes, ses contradictions, et qui va répondre en fait à un appel irrépressible de Dieu, de la foi pour elle, et elle va se dépasser pour accomplir sa mission. Et je crois que ce que Monica veut dire, le message de cette pièce, c'est que chacun, si on sait être fidèle à soi-même, si on sait écouter sa petite voix intérieure, eh bien on peut déplacer des montagnes. Séverine Cojano était déjà montée sur scène en principauté pour jouer notamment le rôle de Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville, princesse de Monaco, dans Le Rêve de Mercier d'Alain Pastor. La 6e édition du e-rallye de Monte-Carlo a débuté hier à Valence. Pendant les 4 jours de compétition, 55 équipages devront digérer près de 1300 km, dont 370 de spéciales de régularité, le tout au sein de paysages à couper le souffle. Plus de détails justement sur cette compétition avec Jacques Rossi, le directeur de course et le président de la commission des énergies nouvelles. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors le grand départ a été donné, je l'ai dit hier, depuis Valence, ville-étape emblématique, il faut le dire, du département de la Drôme et partenaire de l'Automobile Club depuis de nombreuses années. Comment ça s'est déroulé ce départ ? Les vérifications administratives et techniques se sont déroulées donc sur le Champ de Mars à Valence. Tout s'est très bien passé sous un très beau soleil et une température estivale. Il faut le dire, il y a un énorme engouement autour de ce e-rallye qui vient un petit peu récompenser les efforts du comité d'organisation de l'Automobile Club de Monaco en matière notamment de mobilité électrique. C'est vrai que c'est la première année où nous avons autant de demandes d'inscription et on a été obligé de faire une sélection. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de bornes prévu et surtout d'emplacement à l'arrivée à Monaco pour recevoir plus de 55 équipages. Avec 24 modèles représentant 14 constructeurs automobiles inscrits, cette 6e édition atteint un niveau, il faut le dire, d'engagement sans précédent et s'affirme comme l'épreuve phare du championnat FIA Eco Rally Cup. Nous avons donc 14 marques de voitures, 24 modèles différents et surtout 10 nationalités de concurrents. Pendant ce temps, à Monaco, les locaux de l'Automobile Club se préparent à recevoir le e-rallye, arrivée prévue des premiers concurrents en principauté dès ce vendredi soir. Le parc fermé, les premières voitures pourront aller à partir de 22h30 et on leur laisse le temps, entre 20h et 22h30, le temps de charger dans Monaco pour qu'ils puissent repartir le lendemain pour faire la 4e étape.
Et justement, la 4e et dernière étape prévue ce samedi 29 octobre aura, je crois, une forte connotation WRC avec des épreuves tracées sur d'anciennes spéciales du rallye Monte-Carlo. Tout à fait, on ira dans les Hautes-Alpes pour refaire des spéciales qui ont été faites pour le WRC, entre autres avec le col de Blaine et autres. Ce e-rallye est une véritable compétition, c'est vrai, mais il permet également aux constructeurs de venir démontrer le potentiel technologique et avant-gardiste de leurs véhicules. Les constructeurs essayent éventuellement de venir pour montrer leur évolution sur les voitures électriques, mais surtout ce sont encore les amateurs qui profitent de ceci et qui nous aident dans l'évolution de ce e-rallye. Et on espère qu'un jour, les constructeurs viendront, comme pour le WRC, vraiment se piquer à ce jeu. Merci beaucoup à vous, Jacques Rossi, d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour nous dévoiler toutes les dernières informations du e-rallye Monte-Carlo. C'est moi qui vous remercie. Des musiciens solistes d'exception de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo se sont produits sur la scène de l'Auditorium Régnier 3 ce mardi 25 octobre. Ils ont interprété aux côtés du comédien William Mesguich l'histoire du soldat de Stravinsky. José Sacré vous fait découvrir cette œuvre musicale et théâtrale aux côtés du principal protagoniste. Et ma fiancée, qui m'attend aussi, tu lui revaudras ça dans quelques jours d'ici. Où est-ce que vous habitez? En loger soigné, noir et blanchi, désaltéré. Et oui, c'est une des œuvres musicales et théâtrales qui mêle l'art du théâtre, en quelque sorte, de l'interprétation, donc de moments de texte parlés, avec l'art de la musique. Il faut donc joindre ces deux mondes, en quelque sorte, les faire se rejoindre. Et effectivement, il y a des moments de partage très nets entre la musique et l'art du récitant, du conte en quelque sorte, mais il y a aussi des moments où les deux mondes se rejoignent, se métissent, et il faut donc être assez précis de ce côté-là, et surtout avoir effectivement cet amour du métissage entre la musique et en quelque sorte l'art théâtral. A beaucoup marché. Là, on est dans une formule un peu particulière où les musiciens en quelque sorte sont autonomes, mais doivent avoir avec moi une relation de complicité pour justement que je sois dans le rythme et que je puisse participer musicalement au projet. Pour son prochain concert, vendredi 28 octobre à 20h, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Charles Dutoit, accueillera la pianiste Martha Argerich. Nous faisons à présent un point sur la météo de cette fin de semaine qui s'annonce plutôt ensoleillée. Bonsoir à vous, Vanessa. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Eh bien, cette fin de semaine s'annonce plutôt agréable entre nuages insignifiants et apparition du soleil. Les températures resteront très douces, elles oscilleront de 18 à 23 degrés. Le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 18h29 et nous fêterons les 6 mois. Et comme le veut la tradition, nous refermons ce journal avec des clichés signés Michael Alési. On vous a déjà dévoilé un reportage sur l'avancement des travaux du projet Testimonio 2, mais notre photographe a lui aussi immortalisé dans son appareil la visite de ce projet urbain Nouvelle Génération. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau point complet sur l'actualité. Très belle soirée à vous.